Mike quitte la maison familiale dans sa Chevrolet Cavalier, vers 5 heures du matin, avec sa chienne Mathilda, ainsi que du matériel de camping et de pêche. C'est une région que Michael a visitée plusieurs fois auparavant. C'est la dernière fois qu'on le voit vivant. Ses restes n'ont jamais été retrouvés. Amateurs de sueur froide, bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commenter et partager. Merci. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la vie de la famille Meidan de Modesto, en Californie. Larry Meidan est né en 1935, et a eu une enfance difficile. Il a été abandonné par sa mère à l'âge de 8 ans, et a passé la majeure partie de son adolescence en prison. À sa libération, il s'engage dans l'armée, mais il déserte peu après. Tout au long de sa vie d'adulte, il lutte contre son addiction à l'héroïne, et purge plusieurs peines de prison pour des crimes tels que des cambriolages et des petits vols. Il tente à plusieurs reprises de changer de vie, mais il est invariablement attiré par la criminalité. Pendant l'une de ces périodes de redressement, il rencontre et épouse une femme du nom d'Ardell Powell, qui a un fils Randy, d'une relation précédente. Le 22 janvier 1976, Ardell donne naissance à un autre fils, que le couple appelait Michael. Les amis d'Ardell n'aiment pas Larry, et s'inquiètent des conséquences de cette relation sur le bien-être mental d'Ardell. Leur fils Michael est devenu un jeune homme tranquille et heureux. Il est gentil, attentionné et il aime le plein air. Michael obtient son diplôme du lycée de Modesto, et est allé à l'université d'État de Humboldt, où il étudie la biologie de la faune et de la flore, dans l'espoir de devenir un jour garde forestier. Malgré des relations familiales difficiles, en raison de la propension de Larry à commettre des actes criminels, Michael et son père aiment souvent faire du camping, et aller à la pêche ensemble. Ils vont fréquemment au terrain de camping de Sandbar Flat, sur la rivière Stanislaus, qui est un terrain de camping populaire, à Sonora en Californie, à environ 85 miles de leur maison, à Modesto. Le 10 août 1996, Michael, âgé de 20 ans, part faire du camping en solo. Il quitte la maison vers 5 heures ce matin-là, laissant un mot à sa mère, pour lui dire où il est parti, et qu'il rentrerait le mercredi suivant, ce qui signifiait qu'il serait prêt pour son service à la pizzeria Runtable, le soir même. Michael prépare et emballe son matériel de camping et de pêche, dans sa Chevrolet Cavalier, et avec son chien bien-aimé Mathilda, un mélange de labrador et de berger, ils se rendent au terrain de camping. D'autres campeurs ont vu Michael arriver sur le banc de sable, et l'ont regardé monter sa tente. On pense que c'est la dernière fois qu'il a été vu. Aux premières heures du 13 août, deux amis de Michael, Josh Rocha et Manuel Ferreira, accompagnés de leurs petites amies, décident de rejoindre Michael au camping, après avoir fêté l'anniversaire de Josh. Le groupe arrive au camping, vers 2 heures du matin. Au camping, ils trouvent la tente de Michael et un feu de camp allumé. Cependant, Michael et sa chienne Mathilda étaient introuvables. Au fur et à mesure que le temps passe, le groupe devient de plus en plus inquiet, et commence à regarder autour de la zone, près du camping. Ils sont alors abordés par un homme apparemment agité, armé d'un pistolet automatique, qui leur demande ce qu'ils font là et s'ils cherchent Mickey. Michael est parfois appelé Mike, mais jamais Mickey. Le groupe décide d'attendre le retour de Michael, et l'homme, Joseph Tyne, attend avec eux. Ils attendent ensemble pendant environ 6 heures, pendant lesquelles Joseph ne cesse d'armer son arme, encore et encore. Les amis de Michael ils se rendent compte que Joseph s'était servi dans le matériel de camping de Michael, et qu'il porte des bottes identiques à celles de Michael. Vers l'heure du déjeuner, Joseph quitte le camping, et le groupe décide de signaler la disparition de Michael. Une équipe de recherche et de sauvetage est déployée, et elle est rejointe plus tard par des plongeurs, et des chiens renifleurs, mais aucune trace de Michael ou de Mathilda. Un espoir naît après que Mathilda a été retrouvée 4 jours plus tard.
Mathilda est très épuisée et déshydratée. Elle n'est pas blessée et les coussinets de ses pieds ne sont pas usés, ce qui aurait été très probable si elle avait erré pendant des jours, sur un terrain accidenté. Mathilda n'a plus son collier qui n'a jamais été retrouvé. L'opération de recherche et de sauvetage est interrompue, le chef d'équipe Jim Scruggs classant le cas comme « personne disparue qui s'est probablement noyée ». Cependant, la famille est informée par un enquêteur du shérif, qu'il soupçonne fortement un acte criminel. La famille et les amis restent au Mihawk, et ils continuent à chercher la région. Ils demandent des dons pour aider à financer les recherches, et ils offrent une récompense de $1000. Des dépliants sont imprimés et distribués. En raison de son passé criminel, Larry, le père de Michael, est considéré comme un suspect par la police. Il accepte immédiatement de se soumettre à un test polygraphique, qu'il réussit. Également, il a été confirmé qu'il n'était pas en ville au moment où Michael a disparu. Au fil du temps, les chances de retrouver Michael se sont amenuisées, et lorsque les sauts de crue envahissent la région, en janvier 1997, l'espoir de le trouver en vie diminue. 9 mois après la disparition de Michael, Joseph est soumis à un test polygraphique. Les résultats de ce test n'ont pas été rendus publics, mais comme aucune autre action n'a suivi, nous pouvons supposer qu'il a réussi. Cependant, il a été arrêté à de multiples reprises depuis la disparition de Michael, pour diverses accusations liées à la drogue. Il reste donc beaucoup de questions sur la disparition de Michael, et beaucoup ont tiré leurs propres conclusions sur ce qui lui est réellement arrivé. Certains pensent que Michael a dérangé Joseph en train de fabriquer de la méthamphétamine, et que Joseph l'a tué en conséquence. La production de méthamphétamine n'était pas rare dans cette région, et le casier judiciaire de Joseph depuis sa disparition montre son implication importante dans les drogues illégales. Cependant, Joseph a passé un test polygraphique et les faits et les moments qu'il a donnés dans son interview sont soutenus par la chronologie et les preuves disponibles. Beaucoup se demandent pourquoi, s'il était coupable de meurtre, il aurait traîné pendant 6 heures en utilisant les affaires de Michael en présence des amis de ce dernier. Une réponse plus définitive serait possible si les bottes que Joseph portait, suspectées d'être celles de Michael, étaient disponibles pour un nouveau test ADN avancé, mais on ne sait pas si elles ont été retenues comme preuve. Une deuxième théorie, soutenue par le frère de Michael, Randy, est qu'au moins un des amis qui sont arrivés cette nuit-là, pourrait être impliqué. Après avoir signalé la disparition de Michael, ils ont quitté la zone et sont revenus plus tard, et ont commencé à utiliser des objets provenant de la voiture de Michael, ce qui a faussé les preuves. Ils n'ont été interrogés formellement que plusieurs jours après l'événement, et ont tous donné des histoires étrangement identiques. Une autre théorie est que certains se sont demandé si Cary Stayner, connu comme le tueur du Yosemite, condamné pour 3 meurtres en 1999, aurait pu être impliqué. Michael s'est-il suicidé? Ses proches pensent que ce n'est certainement pas le cas, ou enfin, a-t-il eu un accident et son corps a été emporté par les eaux ou par des animaux sauvages? Encore une fois, c'est une hypothèse que ses proches jugent improbable, en raison de son expérience du camping et de sa connaissance de la région. Il est compréhensible que la disparition de Michael ait fait beaucoup de mal à son entourage. Sa mère Ardell est décédée en 2004, après une longue maladie. Elle avait 63 ans. Elle n'a jamais accepté que Michael ait été assassiné, et dans sa nécrologie, il est dit qu'elle laisse derrière elle son fils Michael Meidan. Larry est décédé 4 ans plus tard, à l'âge de 73 ans, d'un emphysème, sans avoir jamais su ce qui était arrivé à son fils unique. Randy, le demi-frère de Michael, continue de chercher des réponses à la disparition de son frère, mais pour l'instant, l'affaire n'est toujours pas résolue. Au fur et à mesure que le temps passe, il devient de plus en plus improbable qu'on trouve un jour plus d'informations. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez le mot camping en commentaire. Merci beaucoup d'avoir écouté et visionné cette histoire vraie. Vous pouvez laisser en commentaire vos théories sur ce que vous pensez qui a pu arriver à Michael. Au revoir et à bientôt.